Salut tout le monde, c'est le Fight Time numéro 99. Aujourd'hui, on reçoit Michel Waterson. Non, je déconne. C'est Arnaud Lepont qui est avec nous. Et comme d'habitude, Samuel Monin. Salut à tous. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va. La question est pour moi, comment ça va? Bah ça va bien, écoute. Bienvenue On a sur quoi? le On a podcast. 12 000 km de distance entre nous. Yes. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis à Ho Chi Minh, je suis à Saigon, au Vietnam. Donc forcément, ça fait un petit bout. Et en plus, on a quoi? On a 6 heures de décalage horaire, donc je t'ai fait te lever un peu plus tôt aujourd'hui. Ouais. En plus ou en moins? En plus, donc toi, il est 18h, il est 18h là-bas. Voilà, moi ici, il est 18h, 6h20 en soirée. Ouais. Et voilà, et comme je vous disais, moi je suis déjà à l'apéro. Ouais, on voit ça. Voilà. On voit ça. Ah bah, faut profiter. Ah bah, t'as bien raison. Là, on va t'as faire un podcast, français. Spécial vin. D'ailleurs, attends, mais au Vietnam, comment tu fais pour... c'est pas galère pour trouver le vin, les trucs comme ça et tout? Si, forcément, ici, mais on est plutôt bien lotis, hein, là. C'est quand même c'est un pays magique. Et non, ils nous oublient pas. On a quand même quelques bonnes bouteilles qui circulent. Mais on peut retirer le français de la France, mais Ouais. c'est difficile de retirer les bonnes habitudes du français. Voilà. Ouais, c'est clair. Mais comment tu t'es retrouvé là-bas au Vietnam? Alors, le loup, Sam, c'est une longue histoire. En fait, écoute, j'avais commencé quand j'habitais sur Paris à faire beaucoup d'allers-retours entre l'Asie du Sud-Est et Paris. Ouais. En fait, C'était voilà, pour tes combats? C'était pour tes combats ou c'était pour... non, au début, moi j'ai toujours été attiré par l'Asie du Sud-Est. D'accord, ok. C'est difficile d'expliquer pourquoi. Je suis tombé vite amoureux depuis tout jeune. J'ai toujours été attiré par cette partie du monde. Donc, j'ai fait plusieurs allers-retours entre la France et l'Asie du Sud-Est. Et puis un jour, je me suis dit qu'il fallait mieux vivre ses rêves que d'arriver un jour en fin de vie et se dire ah putain j'aurais dû en fait, ça aurait été sympa d'essayer, tu vois, quitte à te casser la gueule. Mais au moins tu l'auras fait. Et puis ouais, j'ai tout plaqué et j'ai décidé de m'installer au début en Thaïlande. D'accord. Et puis bien évidemment pour le MMA, pour le Bien Muay sûr. Thai, Ouais. parce que voilà, j'avais une lutte correcte, j'avais un peu de sol, mais mon pied-point était brouillon. Et puis voilà, je suis resté quelques temps en Thaïlande, j'ai fait quelques combats en Muay Thai. Voilà, j'ai eu mes hauts et mes bas. Et puis un jour le Vietnam. D'accord. Moi, j'aimerais bien qu'on remonte beaucoup plus loin, que tu nous Ouais, parles, c'est parti. Dis-moi. qu'on remonte en arrière, on prend la machine à remonter le temps, et tu nous expliques qu'est-ce qui t'a fait commencer tous ces sports de combat, d'où c'est parti à la base. Alors, écoute, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein, un peu comme Obélix et la potion magique. J'étais un enfant vachement turbulent et mon père a décidé de me mettre très jeune aux arts martiaux. Il a dû se dire, tu sais, ça va le canaliser un peu, ça va lui apprendre, lui donner des valeurs un petit peu. Et voilà, j'ai commencé très jeune par le karaté. J'avais 5 ans. Il m'a plus ou moins forcé en fait à rentrer dans cette branche martiale, en fait, à faire du karaté. J'avais pas le choix, hein, si. Et puis ouais, c'est resté. J'ai commencé par le karaté plusieurs années. Et puis un peu comme tout le monde, un jour à l'école, j'étais déjà au lycée. J'ai cru que le karaté ça fonctionnait bien, hein. Je me suis dit je vais faire un petit combat. Allez, on appelait ça dans la cour à l'époque. Et puis j'ai pris une branlée quoi. Ouais. J'ai Ça a calmé. pris une branlée. Ah ouais, ça m'a calmé. Je me suis dit putain, le karaté c'est bien, mais c'est pas efficace en fait. Et je pense que c'est resté dans l'arrière de ma tête en fait. J'ai commencé à me dire il faut que tu arrives à trouver quelque chose qui fonctionne en fait, parce que sinon tu vas te faire défoncer à chaque fois que tu fais le malin. Ça a été dur cette démarche de trouver justement, ce que je suppose ça a été le JJB, la lutte ou le pied-point. Qu'est-ce que ça a été? Écoute, ouais, moi je suis pas la première génération, je suis pas dans l'équipe Nicourt et l'équipe Bertrand Amoussou. Moi je suis juste après en fait. Donc moi j'ai commencé à faire un peu de JJB, un peu de lutte.
Et tout s'est vraiment déclenché en fait quand j'ai décidé de bouger pour mes études sur Paris et que j'ai rencontré Mathieu Nicourt Ok. et Gaël Corredi, qui sont un peu mes deux papas, martial. Ouais, qui sont des Mathieu pour pionniers le du MMA, MMA Mathieu aussi, hein. Nicourt. Ce sont Ouais, c'est Et des pardon, excuse-moi, pionniers. tu veux ça? C'est des Ah pionniers ouais, du ouais, MMA ouais, aussi, ouais. hein. On parlait de mon loulou Anthony Rea. Ouais, c'est clair. C'est un peu le même, la même basket, le Ah même ouais, panier. ouais, C'est les premiers guerriers. C'est même si, voilà, Gaël Koadik, Tainkido, ouais, c'est Anthony Rea, tu te retrouves avec les Mathieu Nicourt. Donc, ouais, j'ai commencé à arriver sur Paris, ben, comme tout le monde, en fait. Un jour, j'ai passé la porte de sa salle, de son dojo. Et puis, à l'époque, c'était un peu la guerre tous les soirs, quoi. Ouais, ça se donne, et puis ça évolue. Ouais, et, tiens, on connaissait pas encore grand-chose. C'était le début, un peu les prémices du MMA sur Paris. Donc, c'était un peu la guerre tous les soirs. On est arrivé, on savait pas comment ça allait terminer. ouais. Mais je pense que ça a formé une nouvelle génération de combattants qui ont eu du cœur à ce qu'ils faisaient. Quand on venait au dojo de Mathieu Nicourt, on était passionnés et on avait les coronets, on avait vraiment envie d'apprendre en fait. Et puis Mathieu, c'était pas toujours, hein, mais c'était quelqu'un qui avait un grand cœur, c'est quelqu'un qui donnait beaucoup, qui était vraiment passionné par le sport. Ouais. Et moi, il m'a pris très vite sous son aile, très très vite. Et puis ouais, après, ça faisait quoi, un an et demi que j'étais chez lui. Il m'a déjà dit bon bah, je pense on va te mettre dans des combats. Et déjà, est-ce que tu avais fait des compètes de jiu-jitsu? Non, non, moi j'avais fait des combats de karaté, j'avais fait quelques compétitions vraiment amateuriches, Ouais. mais tout a pris son ampleur, sur Paris. Dès que j'ai pu avoir l'occasion d'avoir un peu des mentors en fait. Moi c'est ce qui me manquait. Je pense que j'avais besoin de mentors. J'avais Ouais. besoin de personnes. Des fois je cherche mes mots en français. Tu m'excuses, hein, j'ai plus l'occasion de parler beaucoup français, mais des personnes Ça to te- look up to. C'est des gens À Ouais, qui te admirer. montent. Ouais, à admirer. Voilà, quelqu'un qui me. C'est ce qui a été un peu le problème sur la fin de carrière en fait. Enfin sur la fin de carrière. Je suis en fin de carrière, on va pas se mentir. C'est que je pense que dans le milieu de MMA, tu as besoin d'avoir, en plus d'avoir un très bon manager, je pense que tu as besoin d'avoir un vrai coach. Ouais. Et Mathieu, c'était un très bon coach. Mathieu et Gaël, c'est des personnes que je respecte toujours beaucoup. Moi, je suis très fidèle dans ma vie martiale. Quand tu rentres dans ma carrière, en fait, tu deviens presque partie de ma famille. Et j'ai la chance de jamais avoir été trahi martialement. Les Mathieu Nicourt, les Gaël Koadik, les Cédric Jouvet, tous ces gens-là qui sont passés un moment dans ma vie martiale, les Roger Huerta, c'est toujours des amis de longue date et Énorme. qui restent très proches de moi, même après toutes ces années. On continue à se parler très régulièrement. Donc c'est loin du drame du genre, par exemple, Wilke John. Alors, Il reste plus que, entre guillemets, John Jones chez Wilke John. Il y a Diego Ah, Sanchez ok. qui est parti, il y a Ouais, Cowboy Cerrone qui est parti. Tu vois ce que je veux dire? Toute la famille qui était à la base, elle s'est désolidarisée. Pardon. John Wick. Non, c'est pas John Wick, c'est que JW. Ouais, C'est ça, c'est exact. Wilke John, hein, je me trompe pas. Oui, Ah, ça a coupé la connexion. C'est normal, il est au Vietnam. Ta connexion, attends, ta connexion a coupé, on n'a pas entendu tu vas ce que t'as rigoler. dit. Si tu peux Vas-y. répéter. 1, 2, 3. Oui, Tu m'entends? ouais, là je crois que c'est Ouais, bon. ouais. Ouais, je t'avouer que malheureusement, et c'est le fait d'être en Asie du Sud-Est, j'ai beaucoup de mal à suivre ce qui se passe en France. Et pareil pour ce qui vient des États-Unis. Moi, j'ai l'insight, Ok. bien évidemment, avec l'UFC Gym et l'UFC avec qui je travaille, j'ai ce qui se passe à l'intérieur. Mais il y a comme une difficulté de connexion entre l'Asie du Sud-Est et le ouais, reste du monde. les États-Unis et l'Europe en fait. Ouais, ouais. Je me demande souvent quelle est la perception qu'ont les Européens sur ce qui se passe en Asie du Sud-Est, Rising, One Je te Championship. dis la vérité, c'est difficile. Ouais, c'est Il y a- très, Voilà. très compliqué. on a très, enfin,
si on va pas regarder, si on s'intéresse pas, on n'a pas d'écho. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas dire. C'est exactement ce que je pensais. Et ça marche des deux sens. Le pont ne fonctionne pas. Et voilà. C'est et la moi, langue, ici, c'est la langue qui bloque comme ça? C'est le fait qu'il y ait une c'est grosse toute une- différence comme ça? Je pense que c'est toute une culture aussi. Hein. je sais pas. C'est une très bonne question que tu poses. J'ai pas la réponse. J'aimerais le savoir, mais je suis très connecté avec certaines personnes qui ont des shows en Asie, à One Championship. Il y a Full Metal Dojo de John Nutt, il y a le Rising et mon ami Linhart. On reste extrêmement surpris parce que quand je parle à John Nutt, par exemple, qui lui est encore connecté aux États-Unis, il me dit le MMA en Asie, c'est un noyau en fait. Parce que on a toujours l'impression que tout ce qu'on fait en Asie est rapporté en Europe, mais bien plus tard. Comme nous, on regardait à l'époque le Pride Fighting Championship, Pride FC. Et tout ce qui est One Championship, j'ai du mal à savoir ce que l'Europe, comment l'Europe le perçoit, et j'ai l'impression que, si, Il y a que les accros qui regardent. Il y a vraiment que les accros. Que les accros au MMA qui. Et pour l'instant, c'est pas encore ça. Il n'y a pas encore assez de monde pour développer une audience, on va dire, du côté Asie, Asie vers la France. C'est loin d'être comme le Pride à l'époque où vraiment tout le monde regardait le Pride. Voilà. C'est vrai qu'il y a une rupture totale avec l'Asie, quoi. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles, alors qu'il y a des très 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 bons combattants là-bas aussi. Mais c'est vrai que par exemple moi tu vois, c'est parce qu'on t'a reçu tout ça et tout, je me suis intéressé, j'ai regardé tes combats, tout ça et tout. Je regardais pas mal de combats, tout ça. Mais c'est vrai que si par exemple Fouad, qui est vraiment comment ça s'appelle, un accro, un geek du MMA, m'avait pas expliqué pour le ONE FC et tout, de moi-même, en fait, c'est pas quelque chose qui vient qui vient à toi. Si tu fais pas de recherche, t'es pas au courant de ce qui se passe en fait. Et ça, c'est triste parce que franchement, c'est sympa le truc des stompes et tout là. J'étais pas au courant moi. C'est exactement ce que tu dis, Sam. C'est très juste en fait. Et on va arrêter de parler que de ça parce que ça va embêter vos auditeurs. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a malheureusement pas assez d'exposition sur le MMA en Asie. Et j'espère que ça se passera sur le futur. Quand on regarde la base fan de One Championship, c'est quand même 21 millions de fans. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc exactement. Ils ont 2 millions d'abonnés, 2,5 millions sur YouTube. C'est énorme. Voilà. Moi, je suis archi fan de ONE FC. Hein. Je kiffe grave et justement, faut qu'on en parle. Bien au contraire, tu dis. Faut pas qu'on embête les gens, mais bien au contraire, je pense qu'il faut parler de ce genre d'organisation. Qu'ils aillent voir et tout. Hein. Voilà, parce que c'est tout simple. Il suffit d'aller sur YouTube, il suffit d'aller sur leur site. On a accès à des combats, on a accès à de la qualité, quoi. C'est ça qui est fou. Et ils sont partis sur une optique qui est différente de l'UFC, qui est différente de la base américaine, où tout est pay-per-view. Aux États-Unis, tu veux regarder de l'UFC, il faut que tu payes. Ouais. En Asie du Sud-Est, l'idée de World Championship, si j'ai bien compris leur système, en fait, ils sont partis sur l'idée qu'ils allaient faire des événements qui allaient être gratuits. Donc on peut juste aller sur leur page YouTube et on peut regarder les événements gratuitement. Tout à fait. Et ils vont se rémunérer avec le système de publicité. Donc c'est pour ça que malheureusement entre les combats il y a un petit peu de publicité. Ils parlent des sponsors, mais ça permet à tout le monde d'avoir accès au MMA gratuitement. Et bien évidemment ils ont créé leur premier événement je crois fin 2011-2012. Et là, on est en 2020, donc en 8 ans, ils ont réussi à amasser une base de 21 millions de fans. Énorme. C'est énorme. Donc, je ne sais pas si financièrement, j'ai cru comprendre qu'ils avaient des difficultés, parce que bien évidemment, c'est difficile de faire une omelette sans casser des œufs. Il faut investir. J'espère que l'année 2020 et l'année 2021, avec le Covid, va leur permettre de continuer à s'étendre. Mais oui, ils ont un produit de qualité, donc on verra comment ça va. Ils ont un modèle unique. Ils ont un modèle unique puisqu'ils mélangent les styles. Ils font des combats Muay Thai avec des petits gants. Déjà, ça c'est énorme. C'est quelque chose de très novateur et que souvent on entend que les gants ça enlève de la vérité en fait. Tout à fait. Et alors là, je vais te voler ta phrase. Ça te donne une version plus pure du Muay Thai en fait. C'est ça. Là, quand tu prends une cacahuète avec des gants de 14, je peux te dire que moi, si vous avez regardé mon combat avec Vincent, je me suis fait un peu refaire le visage
après ce combat, c'est pas la même chose, hein. Ah, Donc, non. et j'aime regarder du Muay Thai avec des 4 autres. Ça donne une vague de fraîcheur. Ça donne une vague de fraîcheur au Muay Thai. Ou bien évidemment. Et puis, il n'y a pas que ça. Quand tu regardes du Muay Thai en Thaïlande, tu as 5 rounds. Et alors, les 2 premiers rounds, c'est des. Ah, ça y est, je le vois mieux, Sam. C'est bon. Les 2 premiers rounds. Ouais, les 2 premiers rounds, c'est des rounds d'observation. Donc, c'est gentil, c'est lent. Tu vois, chacun prend son rythme, sa distance. Là, One Championship, c'est 3 rounds avec les gants de 4 autres, je crois que c'est 3 rounds de 3 minutes. Ouais. Donc, il n'y a pas de round d'observation. Ils touchent les gants, ils se bombent la gueule. C'est ça. Et, Il y a pas de voilà, secret. donc, mais souvent dans la taille, quand tu regardes de la taille, et j'ai entendu souvent l'explication aussi, comme ils combattent chaque semaine, ils s'économisent les 2 premiers rounds, même c'est comme ça par rapport au pari, je crois. Je crois que tu paries pas avant le 3e ou un truc comme ça, où il y a une histoire où au début, t'as raison. au début, il y a un temps C'est justement pour faire comme monter tu les dis. paris, non? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ils font monter les paris et justement, ils s'économisent parce qu'ils savent qu'ils vont combattre dans une semaine et qu'ils peuvent pas envoyer la patate tout de suite pendant les 3 rounds. Et ils envoient la patate au dernier round où vraiment ça se cogne à fond. C'est vrai que c'est énorme quand tu prends le palmarès. C'est vrai que c'est énorme quand tu prends le palmarès des combattants et que tu te rends compte que les mecs, et le mec il a 200 combats, l'autre il en a 300. L'autre, non, mais c'est incroyable. C'est ça, c'est parce que depuis petit, ils combattent chaque semaine, les mecs. C'est complètement pas le même rythme, quoi. Tu sais qu'on en parlait, ça vite fait en dehors et tout, parce que la dernière fois, on regardait avec Fouad, on regardait le reportage, le podcast de Joe Rogan avec Luc Thomas, c'est ça? Ouais, Luc Thomas. Et c'est vrai que franchement, pour nous, même moi qui suis, tu vois, je fais du jiu-jitsu brésilien, je me suis préparé pour des compétitions, mais les gens, en fait, ils se rendent pas compte, en fait, comme on parlait, vous êtes des super-héros en fait. Parce que pouvoir faire ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas. Que la dernière fois, on parlait de round de. Quand par exemple, vous faites le titre ou des choses comme ça, peu importe. Mais même des 3 fois 5 minutes à se foutre sur la gueule et à passer du stand-up à la lutte, au sol, et de le remonter, et au truc, en sachant qu'en plus, ces 3 parties-là n'ont pas du tout le même cardio. C'est de la torture. Mais, frère, vous êtes des Avengers. Non, mais c'est bien, c'est cool. Moi, j'avais... D'accord. Vas-y. J'allais te dire, moi, j'ai une vision un tout petit peu plus différente à ce niveau-là. Parce qu'il y en a qui vont dans la cage et qui n'ont aucune préparation. Bien sûr, c'est vrai. Je veux dire, ils se préparent, mais les gars, ils se disent pas je vais faire 5 rounds de 5 minutes. Moi, j'ai plus d'admiration, en fait, pour le combattant qui va au charbon, qui passe un sale quart d'heure dans la cage, mais qui raccroche pas les gants et qui retourne. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Le gars qui va au charbon, qui prend le combat, même si c'est difficile, et le gars, même après avoir pris une branlée, il va retourner à la salle, il va se repréparer et il va pas raccrocher les. Ouais, petit souci. Ouais, connexion. Désolé. Je te dirais tout. Désolé, il y a eu un problème de connexion, t'as coupé net. T'as fait Eh ben voilà, j'ai coupé net. Ouais. 12 000 km. Ouais, c'est ça, c'est pas évident le. Mais là, ça va, c'est fluide. Si tu peux juste répéter les 10 dernières secondes que t'as dit. Je sais plus ce que je dis dans les 10 dernières secondes, mais en fait, je disais le gars qui va dans la cage. Déjà, pour monter dans la cage, il faut avoir une grosse paire de glaouis. C'est jamais facile. Surtout quand tu sais que le gars est fort en face et que les odds, les bookies, les parieurs, excuse-moi, te donnent pas forcément gagnant. Ouais. Moi, j'ai toujours eu ce problème. J'ai toujours été un peu con. J'ai toujours été très social network. J'aime bien regarder sur Internet. Et il y a des combats comme ça où j'allais en me disant putain, je suis pas donné gagnant. Et ça joue sur le mental maintenant avec le recul. Est-ce que tu peux nous dire si ça a joué sur ton mental et que ça t'a pas empêché de performer justement? Moi, avec du recul, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma carrière. J'aimerais refaire un dernier combat ou 2 peut-être, mais je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs et je me dis plein de fois que je devrais peut-être je sais pas, peut-être faire un livre ou en parler ouvertement des erreurs que j'ai fait dans ma carrière qui pourraient permettre aux nouvelles générations en fait de ne pas les reproduire et d'être. C'est vachement intéressant. Tu devrais. Tu devrais. Ouais, je devrais. J'ai fait plein d'erreurs. Par exemple, j'ai jamais eu un vrai manager.
quelqu'un qui s'occupe de la partie business, en fait, qui s'occupe de la négociation. C'était toi-même qui t'occupais de tout ça? Tu faisais tes contrats, tu faisais tes trucs, tu regardais même, tu voyais même pas un avocat? Non, non, non. Quand j'ai eu des problèmes avec l'organisation asiatique après un combat qui s'est mal passé, Ouais, on en va pas parlera de revenir ça. dessus. Ah, C'est pas, tu veux pas en parler parce que moi, un événement. justement, vite fait, Pardon? j'ai lu, parce que j'ai fait plein de recherches et tout ça et tout, et j'ai regardé, et j'ai vu ce truc-là, en fait. Mais vite fait, tu peux nous expliquer, en fait, en gros, hein, que juste pour que les gens comprennent ce qui s'est passé, Hum, parce que c'est vrai que c'est un truc de fou, hein, carrément, c'est un truc de malade, hein. À ce niveau-là, c'est quand même incroyable. Ouais. Ouais. Quand tu es dans les plus grosses organisations mondiales, UFC, Bellator, One Championship, Hmm. Rising, moi, quand je vais dans la cage, je me dis à chaque fois, je me dis, je peux y laisser la vie. De toute façon, il y a toujours un pourcentage de chance que ça se passe mal et que tu repartes sur une civière et pas. C'est une partie de ta carrière qu'il faut accepter. Si t'es pas capable d'accepter ça, je pense que tu peux pas devenir pro. Ouais, les risques. Ouais, bah les risques, hein, je veux dire, moi j'ai toujours su, je me le suis toujours dit, je pense que du jour où j'ai eu mon premier fils, je pense qu'il y a un truc qui s'est cassé un peu dans ma tête, tu vois. Je pense qu'il y a eu un truc l'esprit dû à la vie, à la mort. Je pense que Ouais, c'est tu mets parti. tout en perspective. Ouais, tu te dis, merde quand même, tu vois. On est Je des humains, pensais c'est jamais. normal. Tu penses Ouais, à ta chair, c'est logique. ouais. Mais pour revenir sur la question de Sam, en fait, j'ai eu ce combat que j'avais accepté, où j'ai merdouillé le game plan. J'ai eu un, j'ai fait un très mauvais combat. Je me suis fait bien casser la gueule comme il fallait, mais bien casser la gueule. J'avais une fracture de mémoire. Je crois que j'avais fracture de l'orbite, fracture Ouais. du nez, fracture de... je m'étais bien fait casser la gueule. En même temps, je le méritais. J'avais fait un combat de merde. Bref. Mais quand tu te fais bien casser la gueule, je pense que c'est fondamental que l'organisation de backup, que Bien quand tu t'es sûr, fait casser la gueule, carrément. faut presque, quand tu arrives en backstage, faut que les gars ils soient là, ils te prennent, ils disent oh, hôpital machin, on te surveille et Ouais, tout. Et en carrément. fait, ce soir-là, bah, l'organisation ils ont un peu merdouillé. C'était peut-être aussi parce qu'on n'était pas à Singapour, peut-être parce que on était en Indonésie. Bah bref, Ah, ils t'ont au laissé te lieu de me débrouiller, c'est ça? Ouais, en fait, ils ont appelé une ambulance. Oui, non, il y avait déjà une ambulance. Ils m'ont foutu dans l'ambulance et au lieu de m'envoyer dans un hôpital privé, ils m'ont envoyé dans un hôpital Oh public. putain. L'hôpital public, ils n'avaient pas de Ah, c'est une scanner. histoire Oh là de fou, là. Moi, t'as Ouais. pas vu ça? C'est j'ai une fait une histoire de fois mon dingue. backstage. Mon corner, un de mes corners était docteur dans la vie de tous les jours. C'est une combattante pro et un docteur. Et elle était en panique parce qu'elle me disait, enfin, euh, on en a reparlé beaucoup après. Ça aurait pu très mal se passer si j'avais eu quelque chose. En fait, coup du destin, j'avais rien. J'avais juste une fracture du nez, une fracture de l'orbite. Ouais. Juste. Et tu t'en es bien remis ou ça a été difficile? Ah, ça a coupé encore la connexion. Ma vie. Ah, la connexion a encore sauté. Ouais, la connexion, on revient un peu. Ouais, là, elle est là. Elle est de Voilà, on retour. revient. Bienvenue au Vietnam. Merci. C'est le Vietnam. Et moi, les gars, mais ça coupe. Je disais, ouais, effectivement, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ce qu'il n'a été, mais euh, ouais, ça c'est. Ah, tiens, bah, tu vois, mon ordinateur s'éteint aussi. Ouais, le fond d'écran s'est Euh, coupé. voilà, j'ai plus de fond d'écran, mais c'est pas grave vu que c'était ma tête, ça s'en fout en fait. Mais ouais, ça aurait pu être très grave et ça s'est très mal passé parce que bah forcément, moi, je leur en ai beaucoup voulu. Si tu combats pour l'UFC et Ah non, mais c'est grave tu carrément. C'est un ça aurait pu manque. être très grave. C'est une Ça aurait faute. pu être très grave. Dans un contrat, c'est une faute grave carrément. C'est un manque de Ouais. professionnalisme. C'est un manque Et d'éthique. Il y a tout qui va là. exactement. Et moi, ils m'ont reproché, donc moi, je leur ai reproché de ne pas avoir été réactif sur la gravité de la situation. Et ils m'ont reproché au lieu de venir directement vers eux et de me plaindre à eux, d'aller directement sur les réseaux sociaux et de dire que, eh ben, de ne pas agir intelligemment, mais aussi on peut mettre sur le fait que j'avais pas de manager, donc j'aurais un manager, peut-être que lui, il les aurait Ouais, contactés, il leur aurait dit bien ce qui se sûr. passait, que c'était une faute professionnelle. Je sais pas, il y a eu un micmac, ça m'a mis sur la touche pendant presque 2 ans. Tu sais, les grosses organisations comme ça, si jamais c'est pas flow, s'il n'y a pas une Ouais, je discussion, comprends. Mais eh t'as ben, encore l'âge. T'es encore jeune. hey, mais Loulou, Ouais, je suis 40. encore beau gosse, mais j'ai 40 ans Ah bientôt, ouais, là. Enfin, j'ai 40 pris bientôt. 40 ans. Ouais, mais Eh oui. regarde Randy Couture, il a combattu jusqu'à 46. Eh ouais, non, Ouais, mais bah c'est ouais, vrai. mais je vais te redire ce que Georges m'avait dit.
Georges Saint-Pierre, il me disait qu'en fait, le combattant intelligent, il part sur une défaite. Le problème, c'est que tu as toujours envie de combattre, tu as toujours envie de te battre. Je vois ce que tu vas dire. Tu me diras à 60 ans, est-ce que tu veux monter dans une cage, mettre des pêches à un gars et prendre 10 000 $? Je le ferai tous les week-ends pour une bière, si je sais que je vais pas me faire arrêter par la police après. C'est-à-dire, se battre, c'est dans le sang, c'est quelque chose qui est viscéral, c'est le cerveau reptilien. Moi, j'aime me battre. Heureusement, je suis assez intelligent pour me dire, tu vas pas le faire, ça sert à rien. Je veux dire, ou alors comme disait le Joker dans Batman, si t'es bon à quelque chose, tu vas pas le faire gratuitement. Et tu arrives à combler cette envie avec les entraînements? C'est ça en fait. Moi, j'appelle ça mes voies. Tu sais, si jamais je vais pas me faire transpirer tous les jours à la salle, si j'échange pas quelques parpaings avec mes collègues d'entraînement, c'est difficile, tu sais. Je crois que beaucoup de combattants comme moi, quand ils arrivent sur la fin de carrière, c'est difficile à gérer émotionnellement, c'est difficile à gérer au quotidien en fait. Moi, heureusement, j'ai la chance d'être bien entouré. J'ai une femme sublime, j'ai des enfants en bonne santé, j'ai un boulot qui me passionne. Voilà, je veux dire, il y a pire. Il y a pire, ça aide. Mais je le dis souvent, je pense qu'arriver à une certaine période de ta vie, surtout en fin de carrière, faut pas avoir honte de te dire je vais prendre ce qu'ils appellent un life coach aux États-Unis, quelqu'un qui va m'aider à me trouver une nouvelle passion, à me recentrer en fait. Il y en a qui pètent complètement un câble quand ils commencent à avoir moins de fame, moins de fans, quand ils commencent à plus être reconnus dans la rue, quand ils commencent à plus, tu vois, c'est difficile en fait la fin de carrière. C'est très difficile. Mais justement, hier, on avait Anthony Rea et il a parlé d'un concept de plus. En fait, il a l'idée de. Non. Il parlait que Victor Belfort Victor Belfort avait émis l'idée aux États-Unis de faire un truc qu'ils appelleraient une ligue légende en fait. Et ce serait les plus la de. Legend League. Voilà. Ligue plus de 40. J'en ai entendu parler de ça. Ça serait intéressant. Victor qui a signé avec One, qui est attendu pour faire son combat face à Alan Ngalani, si je ne me trompe pas. Ouais. Je crois qu'ils vont faire un combat avec des règles un peu hybrides à One Championship, Victor contre Alain. J'avais entendu parler de cette idée et je trouve que c'est génial. Je trouve qu'il y a vraiment, il y a quelque chose à faire en fait. Il y a quelque chose à faire parce qu'il y a plein de combattants comme ça qui passent les 37, 38, 40, 42. Le problème c'est qu'on a toujours envie de se battre. Voilà, tu peux pas l'enlever en fait ce côté justement combattant, c'est une passion en fait de combattre pour des gens, pour même je veux dire ceux qui font du jiu-jitsu brésilien ou du grappling c'est des mecs comme Thomas Luberzan, des gens comme Olivier Michalesco, des gens comme c'est des passionnés, c'est des gens tu pourras jamais t'arrêter de faire ça. Même vieux, tu combattras, tu mettras un peu les gants, moins fort que d'habitude, mais tu mettras les gants parce que c'est dans ton ADN quoi en fait. C'est gravé, tu peux pas l'enlever ça. Et je pense qu'il tient quelque chose. Je pense que je sais pas qui est le leader du MMA en France, mais il y a l'UFC qui arrive. Enfin, j'avais cru comprendre que l'UFC arrivait. Bellator vient de faire un événement. Ouais. Le 12 décembre, il y a l'AFC. Tu connais? AFC, ouais. Pas du tout, mais j'ai vu l'affiche qui a dû circuler sur mon feed. Ouais, alors je suis allé à leur conférence de presse. Ils ont les moyens. C'est une grosse et ils partent sur le principe, ils partent sur le modèle One FC. Quand je dis modèle One FC, il y aura pas les stompes parce qu'on est en France, mais ils mélangent la Muay Thai, le kickboxing, et le MMA. Alors, dans la même soirée. Le modèle One FC. Le modèle One FC. Ouais, dans le sens mélanger un peu les styles. Voilà. Parce que One FC, en fait, leur modèle, c'est ils essayent de faire un petit peu les good boys, tu sais, du MMA international. Ils sont partis sur l'idée que l'UFC, Ultimate Fighting Championship, America, c'est un peu trash talk. On parle mal, on vend le combat, on se manque de respect. Et en Asie, ils aiment bien le côté samouraï, tu sais. Tout à fait. On respecte les combattants. Alors que personnellement, attention, ça n'engage que moi. Moi, je pense que c'est une connerie monumentale. Je pense que un combat où les deux combattants se font des courbettes, ça me motive pas tant. On se fait chier. Merci. C'est ça. Mais
Pour en Ouais, moi, revenir, ça c'est parlé avec, quand j'étais aux États-Unis à cause de l'UFC Gym que je manage en Asie du Sud-Est. Euh, J'avais rencontré Mathieu, j'avais rencontré Shael Shonan, j'avais rencontré Uriah Faber, et on avait papoté. Et Shael Shonan, ah, qui est le gars le plus malin que j'ai pu rencontrer de ma vie, quand il parle du MMA, le gars, il est extrêmement intelligent. Et on en parlait et on disait, c'est con, mais si un combat, t'as pas deux gars qui se bouffent la gueule, et ben, t'auras jamais la même hype. envie, le même hype, le même besoin de voir ce combat. Regarde tout à fait. Khabib McGregor, regarde John Jones d'ici, regarde. Et Khabib Gedji, ils se sont respectés. C'était la conférence de presse, on s'est fait chier. Hein. Franchement, Voilà. c'est vrai que c'est bien le respect, mais Non, mais moi, c'est bien aussi l'arrogance. Eh non, mais il faut un peu d'embrouille, il faut un peu un peu d'embrouille, il faut qu'en fait, franchement, malheureusement, mais le fait qu'il y ait des embrouilles en dehors du combat fait que tu as envie de voir le combat. Je veux dire, comme tu dis, hein, je veux dire, Conor McGregor, je veux dire, après, le seul truc, c'est qu'il faut après assurer derrière. Mais je veux dire, un mec comme Conor McGregor, le truc, c'est qu'il est là, il fait le show, le truc, je suis le meilleur, il embrouille. Et ben, à la fin, t'as envie de regarder le combat parce que t'as envie de voir ce qui va se passer, en fait. Mais quand, c'est vrai que, je suis désolé, c'est pas méchant, mais j'aime beaucoup aussi ce style de combattant. Mais moi, ça n'a jamais été vraiment, j'ai jamais été vraiment fan des Fedor. C'est-à-dire, je kiffe Fedor en tant que combattant et ce qu'il a fait, mais c'est pas le mec que je kiffais. Je veux dire, tu te fais chier quand Fedor il arrive. Je veux dire, franchement, même quand il rentre sur le ring. Oh putain. Moi, je vais dire, c'était l'optique. Quand je suis arrivé en Asie, en fait, j'avais cette optique en me disant, il faut que tu vendes le combat. Tu vois? Ouais, Et c'est ce que je dirais à tous les petits jeunes qui se mettent au MMA de nos jours. Votre boulot, c'est pas que être sur du combat. Ouais, c'est pas que vous entraîner. Bien évidemment, il faut arriver, il faut être prêt, il faut avoir fait votre boulot. C'est déjà, vous avez tické une box. Juste une seconde, je vais parler justement de Chael Sonnen. Il a expliqué, parce que je suis très, très souvent Chael Sonnen sur sa chaîne, tu vois, j'aime bien ce qu'il dit. Il a dit, un combattant, il a trois choses. Son entrée, la performance qu'il va faire dans la cage et sa post-interview. Et la plupart des combattants, ils en ont un ou deux. Et c'est très rare les gars qui ont les trois. Je pense qu'il y a même une quatrième. Écoute, je vais pas faire mon Shael Shonan parce que il est plus malin que moi à ce niveau-là. Mais je pense que vendre le combat, ce serait même avant les 3 points. Je pense qu'il faut vraiment de nos jours. Moi, tu vois, par exemple, je vais revenir sur un vieux dossier. Il y en a certains d'entre vous qui se rappelleront. Comment ça s'appelait cet événement? C'était pas 100% Fight. C'était même encore avant le 100% Fight. Il y avait eu c'était Karl Amoussou, si je me rappelle bien, qui va affronter Grégory Baben. Exact, il y avait une grosse embrouille. Je me rappelle de ça. Et reviens cette bête. C'est il y a 10 ans, les gars, excusez-moi, mais là, je fais le vieux. Et Karl Amoussou avait vendu le combat à l'américaine, et il avait été, mais moi, j'étais admiratif. C'était brillant ce qu'il faisait. Je me rappelle, il avait eu cette phrase, il disait, tu t'es préparé pour une guerre, moi, je t'ai préparé un attentat, ou un truc comme ça. Et c'était génial. Et il s'est fait siffler par tous les fans parce qu'il disait qu'il était arrogant. Mais les gars, vous avez rien compris à l'époque. Le gars, il avait vendu le combat. Karl Amoussou, si tu nous regardes, bisous Loulou, t'avais tout compris déjà bien avant tout le monde. Il a gagné. C'était génial. Je crois qu'il avait mis une armbar à Baben. Ouais. Je sais plus. Les deux, je les kiffe, mais je sais plus. Je crois que Karl avait gagné. Mais tu sais, mais tu sais qu'après, le tout, c'est qu'on parle de toi. Au final du final, c'est qu'on parle de toi. Le truc, qu'on te déteste ou qu'on t'aime, de toute manière, les gens qui te détestent, eh ben, ils vont regarder quand même pour te voir perdre ou truc et tout. Et les gens qui t'aiment, eh ben, ils vont regarder. Donc, en fait, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'un combat, un combat, ça se vend avant le combat même. C'est-à-dire que, faut que tu aies envie de te lever à 6h du matin ou 3h. Mike Tyson, on se levait à 3h du matin parce qu'on avait envie de le voir. Le mec, c'était
Tu sais, c'était le bad boy, tu vois. Surtout quand Gus D'Amato il est mort, c'était le bad boy, tu vois. T'avais envie de le voir. Et puis en plus, il y avait la performance qui allait avec. Comme il dit Fouad, il faut qu'il y ait les trois. Il faut qu'il y ait la performance en plus qui va avec. Mais je veux dire, c'est sûr que moi, par exemple, je fais partie des gens qui kiffent Conor McGregor parce que je sais que tout ce qu'il fait là, tu vois, surtout depuis en plus que j'ai vu son film sur Netflix, mais tout ce qu'il fait, tu vois, en dehors du combat, en fait, c'est une partie de lui, mais c'est pas vraiment lui, en fait. Et je trouve que c'est fantastique de faire qu'en fait, ce mec-là, Connor, tu peux le détester, tu peux l'aimer, mais en tout cas, pour l'instant, c'est le mec qui a gagné le plus d'argent à l'UFC. C'est le mec, moi j'ai vu des meufs dans un bar à Dubaï à 5 heures du matin regarder un combat de l'UFC, alors qu'elles savaient même, je pense qu'elles savent. C'est un peu comme les meufs qui regardent le foot et qui comprennent pas le hors-jeu, des trucs comme ça, tu vois. Tu vois, je veux dire, elles savaient même pas. Mais elles connaissent les joueurs. Et ça, c'est hyper fort. Et moi, je me rappelle très bien de cette histoire de Carla Moussou, là, avec Baben. Et on nous confirme que c'est Carla Moussou qui a gagné par armbar, par clé de bras. D'accord. Crime 96 qui nous dit ça, dédicace Crime. Et ben les gens, ils l'avaient détesté, mais quand même, c'était un des combats qui avait été les plus regardés, et que tout le monde parlait. Le combat, on en parlait même avant le combat, quoi. Et c'était fantastique. Il a rassuré. Moi, je suis d'accord avec toi, Karl, sur ce jeu. Mais bon, après, nous, les Français, on est un peu critiques sur ça. On veut, tu sais, des combattants tout le temps d'une certaine manière. Et moi, je trouve que, d'ailleurs, ça tombe bien. Parce que toi, justement, t'as un peu ce personnage d'Hannibal Lecter. D'ailleurs, j'ai kiffé, moi, tout ça et tout. C'est Nudou, c'est un peu ce. Bon, on voit que t'es un peu. On te sent un peu, peut-être, je sais pas, péjoratif, c'est excentrique, un peu. On voit quelqu'un qui a besoin qui a une personnalité que, tu vois, t'es quelqu'un d'avenant, on sent que. D'où il est venu le personnage? Parce que je trouve que c'est super bien, carrément. Et il tue le personnage. Écoute, je combattais déjà depuis un moment, mais j'avais rencontré ce promoteur, on va l'appeler promoteur, mais qui était un génie du fight business en Thaïlande, qui travaille toujours en Thaïlande. Il a son show qui s'appelle Full Metal Dojo. Pareil, en Europe, vous devez absolument pas entendre parler de cet événement. C'est gratos, vous pouvez le regarder sur le site qui s'appelle Cam Soda, je crois. Et lui, il fait du fight circus. C'est-à-dire qu'il fait 2 contre 1. J'ai déjà vu ça. Mais ce gars-là, il y a 6 ans, il était déjà un pote à moi dans le business du MMA et il a toujours été très ahead. Il a toujours été en avance en fait sur son temps. Et longue histoire courte, on s'est posé un soir comme ça et il m'avait motivé à remettre les gants parce que j'avais eu des problèmes personnels. Et je pensais raccrocher déjà à ce moment-là. Il m'avait motivé. Il m'a dit mais il faut que tu te vendes. Il faut que tu sois quelqu'un de différent. Et entre 2 verres de vin, il est venu avec l'idée. Je sais même plus comment c'était. Il faudrait que moi je te verrais avec un mohawk, je te verrais comme ci, comme ça. Et je l'ai pris au mot. Et un jour je me suis rasé la tête. J'avais le mohawk. Et j'ai commencé à être un peu brash and brazen, être un peu. Je pense ce que je dis, je dis ce que je pense. Qui n'est pas toujours bon dans le milieu du MMA, surtout quand tu commences à signer avec les grosses organisations, ils aiment pas trop quand tu ouvres un peu ta gueule et que tu. Mais ce qui est difficile à vivre parce que quand tu es au top et que tu fais que gagner, être brash, être brazen, c'est bien. Tu vas ouvrir ta gueule, être un peu comme Conor McGregor, machin truc. Mais quand tu commences à voir que c'est pas difficile et que tu perds, sale. C'est quelque chose que, tu vois, je me suis posé la question cet après-midi en me disant, qu'est-ce que je vais, les gens qui regardent cette vidéo, tes subscribers, tes followers, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retiennent de cette vidéo, je vais prendre 2 minutes de ce podcast pour dire quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que de nos jours, toute la nouvelle génération de combattants ou futurs combattants au devenir, je pense qu'ils devraient avoir 3 choses en tête. Et c'est très important, de nos jours, si vous voulez vraiment percer, et en même temps vous protéger, il faut de un avoir un très bon manager. Il faut pas hésiter, même si vous devez perdre, je sais pas, 5, 10, 15% de vos primes, avoir un bon manager qui va vous ôter tous les problèmes de négociation avec les organisations. J'espère qu'on n'est pas coupé parce que je vois la caméra qui bouge. Mais ça c'est extrêmement important. Je pense que de nos jours, les gars, vous prenez pas la tête avec ça. Moi, j'ai pensé pouvoir le faire moi-même. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu de l'argent parce que je savais pas comment négocier. Le combat, quand j'ai défié Aoki,
Et je savais même pas que je pouvais renégocier mon contrat, moi. Ouais. Con que je suis. Bah ouais, quand tu défies le numéro 1 mondial et que en Asie à l'époque, et que personne veut le prendre et que toi t'es trop con parce que t'es un peu fan et que tu te dis ah ok, je suis sûr que si je le garde debout, je peux le battre. Et que personne ne sait que debout, le gars, il est fort comme un buffle. J'ai jamais tourné avec quelqu'un d'aussi fort de ma vie. J'aimerais que tu nous parles de ce combat, justement. Ouais, et ben, je vais revenir après juste dessus. Ouais, vas-y, donc, fini. un manager, un bon coach, les gars, quand vous arrivez à un certain point de votre carrière et que vous pensez que vous n'avez plus besoin d'un coach, ou vous avez besoin d'une bonne équipe, c'est un peu comme le con à la table de poker. Tu vois, si à la table de poker, après quelques mains, t'as pas trouvé qui était le con à la table, qui était le loser, bah c'est peut-être toi le loser. Ouais. C'est pareil, dans le milieu du combat, il faut aller à la salle et se faire péter la gueule. Si c'est toi qui pètes la gueule à tout le monde, tu t'améliores pas. C'est vrai. Pareil avec le coach, il faut quelqu'un qui soit là pour te dire Arnaud, ça c'est pas bien, ça. Et à un moment de ma carrière, je me suis dit j'ai plus besoin de personne, je suis suffisamment bon. Et ben malheureusement, c'est un problème d'ego. Il faut que tu te dises que non, t'es jamais assez bon. Et puis la troisième chose, comme on en parlait avec Sam à l'instant, il faut que tu te vendes. Et quand tu te vendes, il faut que si tu as créé un personnage, il faut que tu l'assumes ton personnage. Un petit peu comme Game of Thrones avec Tyrion Lannister. Si t'es un petit nain, bah tu sais que t'es un petit nain, et bah tu vis avec. Et bah si t'es un gars qui a une grande gueule, faut pas que tu commences à casser sous la pression quand t'as un autre gars qui a une grande gueule en face de toi, tu vois. Moi, quand j'ai perdu face à Aoki, bah j'ai eu du mal je l'ai vraiment très mal vécu en fait. Ça a été très difficile pour moi. Et je pense que tout est arrivé en même temps. Tu vois, j'avais un nouveau-né, j'ai combattu le numéro 1 mondial, je me fais péter la gueule, je casse sous la pression. Ça a été un moment de ma carrière qui a été très très difficile pour moi. Voilà. Donc les gars, si vous vous lancez dans une carrière de MMA, bah, en plus de savoir que le gars en face de vous, il est là pour vous péter la gueule sale, faut ces 3 points. Il faut avoir une bonne équipe derrière qui va essayer de vous entraîner dur. Il faut avoir un bon manager, très important. Vous vous occupez pas de ça. Le manager il est là pour dealer avec l'organisation. Et s'il n'est pas de dealer avec l'organisation est là pour faire du fric sur votre dos. Et bah, le troisième point, c'est vendez-vous, les gars, vendez-vous. Si vous êtes devant la caméra et que vous ne savez pas parler, vous êtes voilà. Oh, puis arrêtez. C'est un entraînement, ça, on est d'accord. C'est tellement important à notre époque. Oui, on est d'accord. C'est comme le gars. C'est comme le gars à la fin du combat qui a gagné, on lui dit qu'est-ce que tu veux faire après? Je sais pas. Je vais attendre de voir ce que l'UFC veut me donner. Putain, mais pas d'entreprise. Vas-y, prends le micro, dis-lui là. Moi, je veux ce gars-là, je veux lui péter la gueule, je l'emmerde, il est pas bon, je le prends. Voilà. Et là, les gens, ils veulent te regarder. Les gens, ils disent putain, ça va être beau ce combat-là, tu vois. Là, j'ai appris ce matin que c'est un tough. En fait, c'est une stratégie à long terme. Il faut penser plus loin que ton combat que tu viens de gagner. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur toi-même qui a fait des combats. Quand tu gagnes, t'es un peu euphorique. Donc c'est pour ça qu'il faut tout préparer avant, que tu gagnes ou que tu perdes. En fait, c'est ça. Exactement. Voilà, très bien dit. Exactement. Ok. Exactement. Ça éclaire un peu. Tu apprends toujours plus d'une défaite que d'une victoire. Ça, c'est vrai. Quand tu gagnes, c'est bon, t'as gagné. Même si t'as la gueule comme ça, t'as gagné. Quand tu perds, c'est là que tu apprends beaucoup sur toi, en fait, sur ta carrière, sur toi en tant que combattant, sur toi en tant qu'homme. Quand tu perds, c'est dur. Il y a des combats dans ma vie que j'ai gagné, que j'aurais pas dû gagner. Il y a des combats que j'ai perdus alors que j'aurais dû les gagner. C'est la difficulté de ce sport, en fait. C'est très ingrat, c'est très difficile. D'accord. Pour en revenir à Aoki vite fait, pour moi, Aoki, je pense, c'est peut-être le meilleur MMA, le meilleur grappling jiu-jitsu dans le MMA. Peut-être il y a Gary Tonan. Au monde. Je pense que je dirais Maya. Ouais. Je dirais peut-être Damien Maya. Mais c'est vrai qu'Aoki, moi j'ai été archi fan pendant longtemps. Je me demandais comment il faisait ça. C'est un des premiers élèves d'Eddie Bravo en plus, je crois. Hein. Aoki? Oui, hein, c'est un élève. Mais oui, Aoki, c'est un élève d'Eddie Bravo. Il a beaucoup utilisé la rubber guard pendant longtemps. Tout le système Eddie Bravo avec la rubber guard. Oui. Le Aoki qui était au Dream, c'est ça? Ouais, Shinya Aoki. Ouais, c'est ça. C'est un élève d'Eddie Bravo. D'accord, ça me surprend de savoir ça. Regarde sur Google. Je savais pas. Ouais, on va vérifier. Non, je savais pas. On va vérifier sur Google, mais je suis pratiquement. On va googler, Sam. Je suis pratiquement sûr là que c'est un élève d'Eddie Bravo. Ouais, j'étais fan de Shinya. Et là, tu m'apprends un truc. Je pense qu'il a définitivement dû tourner avec Eddie. Mais de là à être un élève, je sais pas. Possible. Je crois. Je vais même vous dire, je pense que c'est une ceinture noire d'Eddie Bravo. Ouais, je suis pas sûr, mais. Non.
Ah, là, Non, je vais trop loin. C'est un peu loin, là. Attends, là, on est sur Wikipédia un peu. On va le transférer. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il a disputé son premier combat le 3 juillet 2004. Mais Shinya Aoki, élève de comment ça s'appelle, de Eddie Bravo, et voilà. Wow. Ok. Tu vois. C'est un peu bizarre. Ouais, tu peux le mettre en équipe. Hein. Sam, tu prends ton premier carton, Lolo. On n'est pas sûr, là. Ah, il faut tes sources. C'est quoi tes sources? Parce que je me rappelle. Je me rappelle des Ah reportages que j'avais regardé sur Eddie Bravo, tout ça et tout. Et je me rappelle que j'avais vu Shinya Aoki dans le reportage d'Eddie Bravo. Et il me semble que. Mais en fait, on dirait que c'est Eddie Bravo qui partage des techniques de rubber guard. Ouais, avec alors attends. Je pense que Aoki, c'est un brainstorming, mais bon. Ouais, on va pas en vouloir à Sam. Je crois qu'il est parti. Il est parti pour s'améliorer, pour faire pour son système de rubber guard. Ah ouais, c'est tout à fait possible. Ok. C'est tout à fait. Tu vois. Qui s'y connaît en rubber, il a des bonnes rubber guards. Là, on le voit. C'est pas ce qui est plus impressionnant de Shinya, en fait. Ouais, c'est pas toi, c'est pas son solde que tu trouves le plus impressionnant? Non, bah attention. Ça va, les gars. Bien sûr. Il y a YouTube, ils vont me défoncer si je dis ça. Non, je pense qu'il y a deux choses qui sont très impressionnantes de Shinya. La première qui est très visible, c'est que Shinya, il a une aura qui est extraordinairement terrifiante et les gens s'en rendent pas compte. Il a une énergie qui est extraordinaire. Quand il est en face de toi, c'est peut-être parce que j'étais fan de mes premiers jours de Shinya Aoki. Ouais, il a cette genre d'aura qui est un peu terrifiante. Et le deuxième point, c'est qu'il est extrêmement fort physiquement. En fait, il a une préhension. Quand il t'attrape, c'est un truc de ouf. Les gens s'en rendent pas compte. Il a une vraie puissance. C'est un python, le gars. C'est extraordinaire. Mais je m'y attendais pas, en fait. Je m'y attendais pas. D'accord. Mais quand j'ai affronté Shinya, il m'avait dit toute la semaine qu'il allait boxer avec moi. Et puis en fait, bah. Moi, j'y ai cru. Je me suis dit, le gars, quand il est en face de ta gueule et qu'il dit AKOU, il est like, ah, vas-y. Et ben, c'est parti. Là, je veux même pas mettre de garde, vas-y, envoie-moi une carte. Et non. C'était une entourloupe. Il a fait exprès. Une entourloupe. Mais avec du recul, et puis il me l'a dit parce qu'en fait, Shinya Aoki, il faut le savoir, c'est un petit secret. Les gens savent pas. Mais Shinya, il parle bien anglais. Il prétend comme ça qu'il parle pas anglais parce que c'est pour préserver l'aura du gars un peu psychopathe. Tu sais, au face-off, il fait toujours son gars un petit peu mentalement déstabilisé et tout. Mais il est exactement comme toi et moi. Bon, effectivement, il doit avoir un petit peu d'OCD, je pense, mais c'est un gars tout à fait normal. Et ouais, et il m'avait surpris parce qu'on s'est vu après le combat, forcément. Et c'est même pas une blague. On s'est croisé à la boulangerie en face de l'hôtel. C'est vrai. Ok. Énorme. C'est vrai. Tu vois, c'est un truc. Je me suis dit sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, moi, faudrait que je fasse les histoires, les trucs non dits, comme la fois où on va me battre avec les Gracie dans le sauna avant One FC 4. C'est une histoire marrante. Mais non, c'est une vraie histoire. Après One FC 6 ou 8, je sais plus. Ça devait être One FC 6, je crois, quand j'ai affronté Shinya à Singapour. On était à l'hôtel et j'étais avec ma coach et le seul truc que j'avais en tête, en fait, je m'étais dit après le combat, je vais m'acheter des donuts. Voilà. Okay. Je m'étais dit, c'est le truc, je rêve de me faire des pâtisseries et après le combat, il est tard et en face, en fait, de l'hôtel, il y avait une boulangerie. Et quand on rentre du combat, j'avais pas franchement envie d'aller faire la fête vu que je m'étais pris une branlée, mais j'avais toujours envie de me taper des pâtisseries. Donc on va à la pâtisserie avec ma coach. Et je suis en train de payer. Grosse voix derrière, j'entends You're fine, you are okay, t'es bien, tu vois. Et je me retourne, c'était Shinya avec sa femme et son gosse. Énorme. Comme ça dans la pâtisserie, on vient de enfin pas se foutre dessus parce que je l'ai même pas touché. Il m'a pété la gueule, il m'a endormi. Mais et voilà, et il était derrière moi avec sa femme. Et le petit, je crois qu'il était un petit en a plus 7, je me souviens bien. Et on s'est mis à papoter comme ça dans la boulangerie entre combattants et c'était un peu c'était bizarre en fait, c'était bizarre et on s'est mis à parler et il m'a dit il s'était mis beaucoup de pression sur ce combat parce qu'il revenait du combat avec Eddie Alvarez et il s'était fait mettre KO par Eddie Alvarez. Ouais. Et elle me dit j'étais rentré dans sa tête avant le combat parce qu'il y a vu le face à face, j'avais fait le bouquin dont tout le monde en parlait.
J'ai fait un combat, tu sais, battre Aoki pour les nuls et tout, à la j'ai rigolé à ça. Mais même avant le combat, juste sur le ring. Je me rappelle. T'avais passé. Est-ce que t'as vu Fouad? Attends, est-ce que t'as vu Alors attendez, pour vite fait, pour ceux qui écoutent, en fait, avant le combat, il avait un bouquin comme ça. Il avait marqué comment battre Aoki pour les nuls en fait. Pour les nuls chez nous. Mais en anglais, franchement, c'était vraiment marrant. C'était vraiment bien trouvé. J'essayais de rentrer dans sa tête, j'ai essayé de le déstabiliser. Et il me l'avait dit après, il m'avait dit, ouais, la première fois, j'avais peur, en fait. Ok. Et en fait, et c'est pour ça qu'après, il a pris son fils dans les bras, il a pleuré dans la cage. Je pense qu'il s'était mis beaucoup de pression sur ce combat, il a pas pris de risque, il est rentré en clinch et il a fait ce qu'il fait le mieux. Ce que je dis souvent, en fait, c'est, il a une puissance qui est hors du commun. Quand il m'a pris en triangle, je savais que le triangle était pris. Et j'étais tellement motivé par ce combat. On en avait parlé avec Cédric Jouvet, qui était mon coach, qui est en France maintenant. Je sais plus, il a dû ouvrir son académie en France. Un mec extraordinaire. Si vous êtes en France et que vous voulez vous entraîner, Cédric Jouvet, bisous mon loup. Et ouais, on s'était dit avec Cédric, on s'est dit de toute façon c'est le combat d'une vie, hein, c'est ça passe ou ça casse quoi. Il a la clé de bras, je tape pas. Il a le triangle, je tape pas. Et voilà. Et en fait, quand il a pris le triangle, je savais que j'étais pris, mais je m'étais dit je vais peut-être réussir à le slam, mais on sait jamais si je tape pas. Et voilà. Et après. C'est bien que tu parles de ça. C'est bien que tu parles de ça parce que souvent on parle des combats et la dernière fois dans le dernier podcast j'en parlais justement. C'est une chose qu'on oublie en fait et qu'on peut pas nous en tant que spectateurs jauger en fait. C'est la force physique en fait parce que t'as des mecs quand même. Parce qu'il paraît maigre Aoki quand tu le regardes. Ouais, il paraît maigre, mais tu peux pas jauger la force. Il y a une fausse perspective avec la télé. On est toujours plus gros à la télé, plus petit, plus grand. Moi, ce qui m'avait le plus choqué, bon, par exemple, là, je parle d'Aoki. Par exemple, Aoki, il est tout fin, mais en vrai, il est extrêmement fort. C'est surréaliste comment il est fort. Et pourtant, j'ai combattu pas mal de gars qui étaient balèzes physiquement. Mais je le dis souvent, je dis par exemple, Aoki, il a une force de préhension physique qui est extraordinaire. Le gars qui m'a tapé le plus fort de ma vie, c'était un gars qui faisait tout fin, en fait, qui était, comment il s'appelait, Vincent Latoel, le Netherlands, c'est quoi? C'est Hollandais, voilà, le Hollandais. Il est tout fin, mais alors, il m'a envoyé les plus grosses frappes de ma vie. J'ai jamais eu. Enfin, t'as même pas mal quand t'es dans la cage, t'as pas de douleur. Mais c'est qu'après que tu te dis, putain, le gars, il m'a envoyé des bourrins, ça fait mal. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Par exemple, moi, ce qui m'avait choqué, c'est quand j'étais à Vegas pour l'ouverture de la salle du UFC en Asie, j'ai eu l'occasion de papoter avec Matt Hughes. Et Matt Hughes, en vrai, moi, tu vois, quand tu le regardes à la télé, tu t'imagines un mec gigantesque, tu te dis, putain, heureusement que je n'affronte pas Matt Hughes. Et ben, il était plus petit que moi, et j'étais plus large que lui. Il avait une vision au-dessus de moi. Tu vois? Donc, c'est un rêve, enfin, c'était un truc, j'essaye de m'expliquer, parce que j'ai les mots en anglais qui partent d'abord. C'était un sentiment étrange, en fait. J'étais à ce cocktail, et à Matt Hughes, et je vais lui parler, et il me vanne un peu, parce que je suis français, et je parle un peu comme un français en anglais. Donc forcément, il y avait, moi je lui envoie un petit pic sur Georges Saint-Pierre, c'est obligé, tu vois. On a fait nos photos et je lui disais en rigolant, je lui disais putain, quand même c'est dingue, tu vois, à la télé, moi je me suis dit tu es plus grand que moi. Et il m'envoie un autre pic en me disant, tu sais, je pense que là, comment il m'a dit ça, si c'était une question de taille, ce serait l'éléphant qui serait le roi de la jungle, et non c'est le lion, tu vois. Donc je me dis petit con. Ouais. Et en fait, il m'a dit parce qu'il a une lutte de fou, tu vois. Mais c'était incroyable de me dire que moi qui combats à lightweight alors que lui était le champion des welter, quand on s'est vu à ce cocktail, j'étais plus grand, plus large, quoi. Je me suis dit c'est bizarre, là, il y a la photo qui doit circuler sur mon Facebook. Et voilà, on a des versions fausses. On a c'est un petit peu comme la beauté. Excusez-moi de mettre la puissance des coups aussi. Non, en plus de toute manière, c'est pas là. De toute manière, c'est pas le physique en lui-même, c'est pas le fait d'avoir des gros bras qui fait que tu frappes fort ou que au final que t'es vraiment fort. Bien sûr que quand t'es athlétique, bien sûr t'es fort. Mais je veux dire, il y a des mecs qui payent pas de mine et qui ont des forces de malades complets ou qui frappent. Il y a des mecs, je veux dire, quand tu vois je sais pas, putain, on a plein d'exemples, mais je veux dire, par exemple, Badrari, il est pas plus costaud qu'Overim, mais par contre, je pense qu'il frappe beaucoup plus fort qu'Overim.
Et tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ça et c'est ce que je disais, c'est dur à jauger ça en tant que spectateur parce que tu vois, des fois, sur le premier combat de John Jones contre Cormier, il disait Cormier qu'il avait mal jugé un truc, qu'il y avait un truc qu'il n'avait pas pris en compte, c'était la force physique de John Jones. Mais je pense que John Jones va taper très 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 dur et que les gens se rendent pas compte. Ouais, il y a des gens comme ça, ça passe pas à la télé en fait. Tu le sens pas. Ouais. C'est comme moi, j'ai toujours été obsédé en fait par la taille physique, le volume des combattants. Tu vois, par exemple, de savoir que Khabib et Cormier font presque la même taille, alors qu'il y en a un qui combat à lightweight et un qui combat à heavyweight. C'est extraordinaire. Quand tu vois la vidéo d'entraînement à AKA et que tu vois coach d'ici, coach Cormier qui entraîne Khabib et qui sont face-face et que tu dis mais c'est pas possible. Il y en a un qui est un heavyweight et un autre qui est un lightweight. Ça prouve à quel point Khabib est balèze, tu vois. Ouais. Et après, tu as plein de métriques comme ça. Tu as des gars qui font tout fin et qui sont extrêmement forts physiquement. Ouais. Non, mais tu prends un mec de toute façon, tu prends un mec simplement comme Khabib. Je veux dire, physiquement, il a pas le corps d'un bodybuilder. Par contre, je pense que quand il te prend en clinch et qu'il a serré les mains, ça doit faire tout drôle, tu vois. Ça doit faire tout drôle. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai une petite question. Attends, je sais pas s'il nous entend, ça a coupé. Ouais, j'avais une petite question aussi, vite fait. Tu nous parlais... c'est revenu. Ouais, c'est bon, c'est revenu, tu nous entends? Je voulais te demander, j'avais une petite question, c'était par rapport... Tu disais que tu travaillais avec l'UFC Gym au Vietnam. Ouais. Eh ben, écoute, c'est tout simple. C'est qu'en fait, la structure pour laquelle je travaille, qui est un des leaders en Asie de fitness, eh ben, un jour, ils se sont dit, on a un combattant de MMA et il a 2 neurones qui fonctionnent. Peut-être si on le met en connexion avec l'UFC Gym aux États-Unis, on peut réussir à ouvrir des UFC Gym en Asie. Et voilà, ça s'est très bien passé. Les négociations se sont bien passées. Ça a créé des gros problèmes entre moi et l'organisation avec laquelle je combattais à l'époque, évidemment. Parce que, là, tu es en contact avec le One ou pas, plus du tout? Eh ben, techniquement, je suis toujours pas avec eux, mais j'ai d'autres organisations qui, bien évidemment, ont envie de me faire combattre. Donc, c'est toujours un peu tendu, c'est toujours un peu difficile. Je laisse, maintenant, je suis plus malin dans mes négociations. Je laisse les personnes qui savent négocier le faire pour moi. Moi, je suis un sanguin, je suis un combattant. C'est pas mon boulot de négocier. D'accord, donc on risque de devoir combattre dans pas longtemps, si tout va bien. Écoute, je me sens bien, je présente bien. J'ai l'impression d'avoir jamais été aussi physiquement. Je cherche mes mots. C'est pas affûté. J'ai l'impression que l'âge, en fait, me bonifie, un peu comme le vin, tu vois. J'ai l'impression de prendre beaucoup plus de plaisir dans ce que je fais et j'essaye moins de please the crowd. J'essaye de faire plaisir au public. De gagner mon combat, en fait. Avant, j'avais... Ah, petite coupure. J'ai envie des combats parce que j'ai essayé de faire plaisir. Ah, voilà, je reviens pas. Je suis là, je suis pas là. Je suis là, tu m'entends? Vous m'entendez ça, une fois tous les quarts d'heure. Voilà, une fois tous les quarts d'heure. Je disais, en fait, je pense que j'ai perdu des combats parce que j'ai essayé malheureusement de faire plaisir à la foule. J'ai pas pensé à toi, à ta carrière, ce qui va arriver après. Ouais, voilà, j'étais con. Je regarde des combats des fois quand je suis un peu nostalgique. Je me dis, par exemple, mon combat avec Boku, j'ai été crétin. Alors qu'il y avait mon coach qui disait qu'il arrêtait pas de me gueuler dans le coin, mais amène-le au sol, mais qu'est-ce que tu branles? Et moi dans ma tête je me disais mais je le touche, t'as vu, je le touche. Ah oui, mais c'est pas parce que tu l'as touché une fois que le gars il va pas te mettre un tampon et ça va être fini. Voilà, mon combat avec Enge, le gars de Hong Kong, pareil, j'aurais dû gagner ce combat, j'ai fait le cré. Voilà, des fois t'as des ici. Et je me sens, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus affûté, beaucoup plus malin, beaucoup plus... J'ai l'impression d'être presque à mon pic, alors que je pense que le pic, c'est plutôt vers 30-33 ans. Je pense que, voilà, j'ai encore quelques beaux combats. J'espère que ça va se faire. J'espère qu'il n'y aura pas de dispute de contrat. Écoute, là, j'étais en négociation avec Ryzin. On essayait de refaire moi contre beaucoup d'eux. C'est un combat qui me... c'est un combat qui me motive, c'est un combat qui... Je pense qu'en plus ça tombe bien, il est en fin de carrière, je suis en fin de carrière, je pense que le combat je pense que Shimada a merdouillé le référé, là, l'arbitre de ONE FC a fait des conneries,
je pense qu'il y a eu des coups derrière la tête. À chaque fois que je revois ce combat, ça me rend malade. Je me dis, j'aimerais le refaire. Voilà. Mais après, bon, je prendrai ce qui passera. J'aime beaucoup l'idée de Victor Belfort dont Sam avait. Ouais. C'est Anthony Rea qui nous en a parlé. D'ailleurs, il est sur le chat, il est avec nous, il écoute l'émission. Il nous fait un coucou. Ah, salut Anthony. Qui, Victor? Qui ça? Anthony Rea. Il est sur le chat et il Anthony écoute, Rea. Écoute, Anthony, mon loulou, je te fais des bisous. J'espère que tu regardes. Hein? Faut que tu viennes me voir. Et ben, j'espère qu'il est là. S'il est là, ça fait plein de fois que je lui dis, là, dès que les frontières se rouvrent, je vais le faire venir en Asie. On fasse un truc croisé, là. Un stage Anthony Rea, Arnaud Lepont, on va c'est faire. toujours intéressant. Je kiffe, c'est vraiment. Il le sait pas, mais on va faire le moment révélation. Ça a toujours. Quand tu commences ta carrière, tu regardes un certain combattant et tu te dis putain, lui c'est un peu le combattant. Et Anthony Rea, ça a toujours été pour moi l'emblème du MMA français. Même pareil, j'ai toujours kiffé. Un fan, les newbies, les gars, moi je trouve qu'Anthony Rea, il a toujours été, il a toujours pensé à la guerre, il a toujours eu la grosse paire de couilles. Le gars, il s'est jamais plaint, il a pris des victoires, il a pris des défaites. Et moi, ça a été Anthony Rea. Le style de combat est parfait, tu vois. C'est du MMA à l'état pur, quoi. Le mec est complet partout. Moi, je suis fanboy, hein. Moi, je le dis franchement, Anthony Rea. Pareil. J'ai un t-shirt Anthony Rea, j'ai un t-shirt Khabib, hein, merci. J'ai reçu quelques t-shirts Khabib, merci le manager. Mais cool. J'ai pas mon t-shirt Anthony Rea, il me le faudrait là. Très bien. Anthony, si tu nous regardes. Ouais, il faut qu'il envoie le t-shirt là. Qu'est-ce que je veux dire j'ai encore regarde, bon gars. J'ai encore une petite question, c'est comment la vie au Vietnam? Eh ben la vie elle est bien, crois-moi. Crois-moi, elle est bien. C'est moins cher qu'en France. Ouais, après c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de mentalité, d'état d'esprit. Moi, c'est ce que je te disais, je suis tellement fait d'aller-retour entre la France et l'Asie qu'à un moment tu te sens presque asiatique en fait. D'accord. C'est différent en fait. Tu parles vietnamien? C'est pareil. Et le vietnamien c'est difficile, hein. C'est difficile. Ouais. Je parle un petit peu. Mon fils parle couramment. Magnifique. Voilà, il est né dedans. Magnifique. Voilà, mais moi, je parlais bien thaï et j'ai tout perdu en arrivant au Vietnam. Et voilà. Mais j'aime le pays, j'aime les gens. Ma femme est vietnamienne, elle est magnifique. Okay. La vie est belle. Écoute, moi, comme je dis toujours, tant que j'ai un toit et que j'ai la santé, je demande rien de plus. Hein. On dirait l'autre, Inch'Allah, tout va bien. Tout va bien. Je ne demande pas plus en fait. Hein. Un dernier combat. Combat. Justement, moi j'espère grave te voir recombattre. Moi aussi. Hein. On sait pas. Mais ouais, ça va se faire petit à petit. Très bien. Je te souhaite de le gagner. Eh ben écoute, on se reverra là, on se reverra d'ici là. Mais carrément, c'est ce que j'allais dire, on te recevra à nouveau. Parler MMA, ça a été vraiment un plaisir. Voilà, tu vois, on voit le travail que tu as accompli. Tu es là depuis très longtemps, donc ça m'a tenu à cœur de t'inviter. Je te suis beaucoup sur Facebook, tu vois. Ça m'a vraiment touché de recevoir ton message. Je vous souhaite le meilleur. Ça a l'air d'être. Justement, on va te laisser. On te laisse le mot de la fin avec la petite musique. C'est la tradition en fait du podcast. Ah, il y a un mot de la fin, la musique. Putain, faut que je chante un truc comme ça. La musique. Non, je sais pas si tu l'entends. Tu l'entends pas. Mais bon, les gens ils l'entendent. C'est la musique du podcast. Bon, les gens l'entendent. Voilà. Donc tu peux donner ton mot de la fin. Eh ben moi, mot de la fin. Putain, beaucoup de pression là d'un coup, là, le mot de la fin. Écoutez, merci à tous. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je sais vraiment pas quoi dire. Je n'ai rien à foutre. Non, tu peux le mot casser. Tu peux dire tes sponsors. Ouais. C'est important. Voilà, écoute, quand tu dis mot de la fin, il y a tellement de pression en fait que je me dis putain, qu'est-ce que tu dis un truc intelligent. J'ai enlevé mon t-shirt, je vais me mettre à poil, je vais danser. J'aurais dû te demander ça au début. Tu me laisses embrasser les proches que j'ai pas vus depuis longtemps en France. Je vais essayer d'aller vite, voilà, super, merci Loulou. Dans l'ordre, je vais embrasser Mathieu, je vais embrasser Anthony Rea, je vais embrasser Gaël Coady, ma petite sister Leila, Denis, je vais embrasser Julie, ma soeur de sang,
Et puis Cédric Jouvet, j'en ai tellement que j'aimerais remercier parce que voilà, dans la cage t'es tout seul, mais au final c'est que ça reste un sport collectif. Et ouais, je pense que plus que de remercier les fans, parce que les fans ils viennent, ils s'en vont, ils reviennent. Je vais remercier ceux qui ont toujours été là en fait. Voilà, ceux qui se reconnaîtront. Je vais pas besoin de les citer tous, mais ceux qui ont été là dans les victoires et dans les défaites. Et c'est ceux qui sont là dans les défaites qui me tiennent le plus à cœur. Voilà. Et c'est un joli mot de la fin. Voilà, c'est un joli mot de la fin. Et quand il pèse, j'ai entendu ça là dernièrement. Putain, la musique française. Fouf, les gars. Hein? Ouais, mettez-moi en lien quelques bons sons de la France, parce que ici, par contre, voilà, vous n'entendez rien du MMA en Asie, en France, mais nous, on n'entend rien de la musique française. Hein. Ça manque les Hayam. T'as pas Spotify ou un truc comme ça? Le mieux, c'est de prendre Spotify. Spotify. Ouais, ou Deezer ou un truc comme ça, parce que sinon, tu vas galérer. Sinon, non, mais après, tu sais que, franchement, sur YouTube, t'as tous les sons. Hein. T'as tous les sons que. Ouais, sur YouTube, tu trouves. Alors, on t'enverra pour les auditeurs qui écoutent, si vous pouvez faire des playlists et les envoyer directement en message à Monsieur Arnaud Lepont, il sera ravi de les recevoir. Pour l'instant, il est en boucle, il écoute Doja Cat Juicy, et il faut qu'il trouve un nouveau son là. D'accord. Voilà, il faut qu'il trouve un nouveau truc pour la salle, parce que là, Juicy all the time, il faut que je me trouve un nouveau beat. Comptez sur moi les gars, envoyez-moi vos playlists. Allez, merci. Des bisous les gars. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast où on espère avoir Michel Watterson cette fois-ci. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Je pense que franchement c'est la meilleure affiche qu'on ait eue pour l'instant. Franchement, s'il y avait un concours d'affiches sur 100 épisodes, parce que tout à l'heure on a le 100e, c'était le 99, je crois que c'est la meilleure affiche, tout à fait. Largement. Il y a pas mieux. Calme. Même l'affiche elle était bien, mais en fait j'ai été vachement calme avec vous. Je me suis trouvé un petit peu off. Ouais, le prochain on se lâche un peu plus. Voilà, d'habitude ça part en vrille et puis là j'ai été vachement calme, je me trouve. Ouais, c'est les présentations aussi. C'est la première fois, on se connaît pas encore très bien. Voilà, t'as eu qu'un verre, la prochaine fois il y en aura 2 ou 3. Ah, faut qu'on fasse un post. Ah, ça a coupé, on est au quart d'heure. Faut qu'on fasse un podcast. Histoire d'Asie, les trucs. Attends, ça a coupé à. Faut qu'on fasse un podcast sur les histoires. Ouais. Je dis un podcast sur les histoires, les trucs qu'on raconte pas, tu sais, les trucs en backstage. Ah bah carrément. Carrément. Ouais. On est friands de petites histoires. Ouais, ça fait 2-3 fois que je dis qu'il faudrait que je raconte l'histoire du sauna avec la famille Gracie. Je pense que les gens diraient ça c'est une bonne histoire. Ah bah vas-y, prochain podcast, tu nous la réserves. Tu me la remettras et on en parlera. Quand je serai en mode de prépa pour le combat. C'est parfait. Bah Arnaud, merci beaucoup. C'était le podcast numéro 99. C'est énorme, 99 podcasts. Monsieur Arnaud Lepont qui était avec nous. On se retrouve tout à l'heure, 19h, avec Monsieur Volkan Ozdemir, le numéro 6 de l'UFC. Du lourd. Il a été blessé, là, il a été prévu de combattre contre Shirkunov, il me semble. Et il a été blessé, donc le combat est reculé. Il va nous en parler ce soir. Donc 19h, connectez-vous, on sera là. Fight Time, merci Arnaud, merci Sam. Peace. Les gars. À bientôt. Merci.